En tant que fille du roi Jacques VI, la magnifique Elizabeth Stuart était la fierté et la joie de sa noble famille. Alors, comment tout a-t-il pu si mal tourner? Élisabeth était peut-être au départ le joyau précieux de son pays, mais sa vie s'est terminée dans l'amertume et la brutalité. La raison de ce changement radical était tout à fait troublante. Restez avec nous pour en savoir plus à ce sujet plus tard. Plongeons maintenant dans la vie tragique de la reine d'hiver de l'histoire. Si toutes les princesses sont gâtées d'une manière ou d'une autre, Elizabeth Stuart prenait vraiment la part du lion. Née en août 1796 de la reine Anne de Danemark, son père, le roi Jacques VI d'Écosse, avait déjà un héritier mâle en la personne de son frère aîné, Henri. Cela soulageait la pression sur la famille royale et Jacques était libre de choyer Élisabeth à sa guise. Les résultats n'étaient pas bons. En tant que jeune royale, Élisabeth était plus qu'un peu précieuse. Elle grandit en idolâtrant son frère Henry, dont le statut doré de prince de Galles le rendait particulièrement attirant pour Élisabeth. Mais ce n'était pas tout. Lorsque sa petite sœur Margaret naquit, Élisabeth, dit-on, ne lui accorda aucune attention, préférant tout offrir, vous l'aurez deviné, à Henri. On ne peut pas vraiment reprocher à Élisabeth d'être devenue égocentrique. Après tout, son éducation était plutôt douteuse. Bien que son père, le roi Jacques, lui ait donné les meilleurs précepteurs, il refusa de lui enseigner les classiques. Pourquoi? Jacques pensait que le latin avait le fâcheux effet de rendre les femmes plus rusées. Eh bien, il ne pouvait pas permettre cela. Cela dit, Élisabeth aurait probablement eu besoin d'un peu plus de ruse. En 1603, le monde d'Élisabeth changea en un instant. Cette année-là, la reine Élisabeth sire d'Angleterre mourut enfin, cédant son trône à nul autre que le père d'Élisabeth, qui ajouta désormais le titre de roi Jacques Ier d'Angleterre à ses titres. Cette illustre maison, Stuart, était au sommet du monde occidental. Mais plus on monte haut, plus la chute est rude. Oh, ne vous méprenez pas. Au début, c'était tout ce dont la gâtée Elizabeth Stuart pouvait rêver. Lorsque les Stuart voyagèrent vers le sud en Angleterre pour le couronnement de Jacques, Élisabeth accompagna sa mère dans un cortège triomphal de divertissements incessants et se délecta de la cour anglaise extravagante pendant des semaines. Seulement, la fête ne dura pas longtemps. Le nouveau rôle d'Élisabeth en tant que princesse d'Angleterre reposait sur des bases fragiles dès le départ. La défunte reine Élisabeth avait laissé l'Angleterre en proie à un conflit acharné entre catholiques et protestants, et beaucoup voyèrent la maison protestante des Stuart comme une menace à leur liberté religieuse. Finalement, cela atteignit un point culminant tristement célèbre, et Élisabeth se retrouva en plein milieu. En 1605, le célèbre complot de la poudre à canon frappa l'Angleterre, lorsque des conspirateurs tentèrent, sans succès, de renverser le père d'Élisabeth, le roi Jacques, en faisant exploser le Parlement, mais la plupart des gens ignorent le rôle d'Élisabeth dans ce complot. Après avoir éliminé Jacques, les collaborateurs avaient l'intention de placer Élisabeth, alors âgée de 9 ans, sur le trône à la place de son cher père. Oh, mais il y avait plus. Si cela semble être un compliment que les conspirateurs aient choisi Elizabeth Stuart, eh bien, ce n'en était pas un. C'était carrément insultant. Les comploteurs voulaient vraiment d'elle comme reine fantoche, et bien qu'ils aient considéré tous ses frères et sœurs à tour de rôle, ils pensaient pouvoir la contrôler le mieux et même la convaincre de se convertir au catholicisme. Eh bien, elle leur prouverait qu'ils avaient tort. Avec le complot de la poudre à canon derrière eux, la famille royale tourna son attention vers le mariage d'Élisabeth, aussi vite qu'elle le pouvait. Au grand plaisir d'Élisabeth, elle était une denrée très prisée sur le marché matrimonial, avec des dizaines de princes et divers autres souverains rivalisant pour sa main. Pourtant, malgré tous ces prétendants potentiels, ce n'était pas un conte de fées. Le roi Jacques était dans tous ses états lorsqu'il s'agissait de marier Élisabeth.
Il considérait cette décision comme de la plus haute importance et voulait trouver un homme non seulement de haute naissance pour sa petite fille, mais aussi un protestant convaincu pour perpétuer la foi de la maison Stuart. Un jour, la situation devint très compliquée. L'un des prétendants potentiels d'Élisabeth était Gustave Adolphe, le futur roi de Suède. Il avait un pédigré fantastique, un visage séduisant et une foi protestante. Il y avait juste un gros problème. Son pays était en conflit avec le Danemark, le pays natal de la mère d'Élisabeth, Anne, et les Stuart le rejetèrent par principe. Après avoir examiné et rejeté presque tous les célibataires les plus convoités d'Europe, Élisabeth et sa famille finirent par se décider pour un homme, et il sortait de nulle part. L'heureux élu était Frédéric V, comte palatin du Rhin. Bien qu'il fût un homme de grande lignée, il ne régnait que sur un petit territoire dans le Saint-Empire romain. Pourtant, il fit une impression mémorable. Quand Frédéric vint rendre visite à Élisabeth, il comprit clairement ce qui était en jeu et mit tout en œuvre. Pendant qu'il était avec la princesse, tout le monde remarqua combien il semblait ne se délecter que de sa compagnie et de sa conversation. Franchement, c'était juste une stratégie intelligente en matière de romance. Son véritable coup de génie vint plus tard. Il n'y a pas de moyen infaillible pour conquérir le cœur d'une femme, mais le chemin vers le cœur d'Élisabeth passait par son frère Henri. Comprenant cela immédiatement, le rusé Frédéric cultiva une amitié étroite avec le prince de Galles dès son arrivée, un geste qu'Élisabeth approuva profondément. Malgré tous ses efforts, Frédéric allait bientôt heurter un mur. Le roi Jacques appréciait les relations de Frédéric, et Élisabeth aimait son goût pour les amis. Mais la reine-mère Anne avait une opinion totalement différente. Et non seulement elle descendait d'une longue lignée de rois, elle avait également épousé un roi. Naturellement, elle était horrifiée à l'idée que Frédéric ne soit qu'un simple comte. Comme nous le verrons, cela aurait des conséquences dévastatrices. Une belle-mère désapprobatrice peut sacrément entamer votre estime de soi. Et Frédéric dut se sentir un peu indigne face à la grande maison Stuart. Malgré tout, le couple signa un contrat de mariage préalable en mai 1612, à l'horreur absolue de la reine Anne. Bientôt, une nouvelle horreur se profila à l'horizon. À l'approche du mariage très médiatisé d'Élisabeth, son frère bien-aimé Henri tomba malade. Puis, en un clin d'œil, la situation passa de mauvaise à pire. Le prince de Galles, âgé de 18 ans, mourut le 6 novembre 1612 de la fièvre typhoïde. C'était juste quelques mois avant qu'Élisabeth ne doive remonter l'allée. Et maintenant, elle était au cœur du chaos. Le prince Henri était extrêmement populaire auprès des peuples d'Angleterre et d'Écosse, et sa mort tragique provoqua des vagues de personnes en deuil venues lui rendre hommage à son mémorial. Mais personne ne pleura aussi profondément qu'Élisabeth. Henri avait été tout son monde, et sa disparition la bouleversa. Est-il surprenant qu'elle ait pris une décision précipitée? Avec la disparition d'Henri, Elizabeth Stuart était désormais deuxième dans l'ordre de succession au trône après son nouveau petit frère Charles, ce qui la rendait encore plus précieuse comme épouse. Beaucoup de gens, dont sa mère, la reine Anne, la pressèrent même d'abandonner le bon à rien Frédéric et de chercher de meilleurs horizons. La réaction d'Élisabeth n'était pas celle qu'ils attendaient. Elizabeth Stuart était peut-être un peu capricieuse, mais elle n'allait pas revenir sur sa parole donnée à Frédéric, et elle avait une raison déchirante de tenir sa promesse. Elle savait qu'Henri avait aimé son fiancé, et en quelque sorte, épouser Frédéric signifiait garder vivant le souvenir de son frère. Dommage qu'après tout cela, son mariage ait été un véritable désastre. Élisabeth et Frédéric commencèrent leurs noces en fanfare. Leur mariage royal fut l'événement du siècle, ce qui est vraiment significatif. Lorsqu'ils se marièrent le jour de la Saint-Valentin 1613,
plus de royaux que jamais auparavant se rendirent aux célébrations. Et les festins et réjouissances constants faillirent ruiner le père d'Élisabeth. Mais les signaux d'alarme apparurent tôt. En préparation de son mariage, Frédéric s'efforça d'être digne de sa princesse. Il rénova complètement son domicile au château de Heidelberg, le transformant d'un siège ancestral modeste en un palais tentaculaire, avec une maison pour singes et un jardin de style Renaissance. C'était peut-être un geste grandiose, mais c'était aussi un signal d'alarme. Frédéric était insécure et Élisabeth détenait tout le pouvoir. Juste avant qu'Elizabeth Stuart ne quitte son foyer au Royaume-Uni pour vivre avec Frédéric à Heidelberg, son père fit une demande étrange et nuisible. Au lieu de cela, il insista pour que Frédéric promette de traiter sa petite-fille Élisabeth comme une reine, et qu'elle prenne le pas même sur sa mère, Louise Juliana. Cela se passa-t-il bien? Eh bien, qu'en pensez-vous? Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle belle-mère d'Élisabeth, Louise, n'était pas ravie qu'une jeune effrontée arrive dans son pays natal et la déplace immédiatement de sa place d'honneur. La relation entre les deux femmes resta glaciale pour toujours, et Elizabeth Stuart allait bientôt avoir besoin de tous les amis qu'elle pouvait trouver. C'est dur pour une femme du XVIIe siècle, et Élisabeth l'apprit mieux que quiconque. Elle et Frédéric prirent leur rôle d'héritier et de remplaçant un peu trop au sérieux. Et pendant presque toute la durée de leur mariage, Élisabeth était soit enceinte, soit venait d'accoucher. À 36 ans, elle avait 13 enfants. Mais comme nous le verrons, ils ne lui apportèrent que du chagrin. En 1619, alors qu'Élisabeth commençait enfin à s'installer à Heidelberg, sa vie connut sa plus grande transformation. Cette année-là, le royaume turbulent de Bohême se retrouva à nouveau en besoin d'un roi. Mais personne ne voulait de ce travail tendu et ingrat. Finalement, ils convainquirent d'une manière ou d'une autre Frédéric de l'accepter, bien qu'il n'en veuille pas non plus. Sauf qu'une chose le motivait. Frédéric ne voulait peut-être pas de la couronne de Bohême, mais Élisabeth, elle, en voulait certainement. Comme sa mère, Élisabeth était habituée à côtoyer des rois et des reines, et elle n'allait pas laisser passer sa chance de devenir une souveraine. Elle cajola Frédéric et fit appel à son sens de l'honneur pour qu'il accepte le poste. Eh bien, attention à ce que vous souhaitez. Après que Frédéric eut pris le siège royal, le nouveau roi et la nouvelle reine de Bohême s'installèrent à Prague, le centre du royaume, et s'établirent dans un palais. Tout se passa bien au début. Élisabeth eut droit à son propre couronnement le 7 novembre 1619, et apparemment, le nouveau roi fut accueilli avec une joie sincère. Mais tout le monde n'était pas heureux. Comme n'importe qui aurait pu le leur dire, Élisabeth et son mari s'aventuraient dans un nid de serpents. Il y avait une raison pour laquelle personne ne voulait être roi de Bohême. L'empereur du Saint-Empire romain, Ferdinand, pensait déjà qu'il était l'héritier légitime, et il avait l'intention de prendre le royaume par la force. Il vint pour Élisabeth et sa couronne, et il ne manqua pas son coup. En fin de compte, le rêve d'Élisabeth de devenir reine se transforma en un véritable cauchemar. Ferdinand attaqua de toutes ses forces, et les nouveaux royaux s'effondrèrent avec une rapidité stupéfiante. Le 8 novembre 1620, presque exactement un an après qu'Élisabeth et Frédéric eurent pris le trône de Bohême, ils perdirent leur couronne ainsi que le reste de leurs titres. Et alors, les véritables horreurs commencèrent. Alors que le monde de contes de fées d'Élisabeth s'écroulait, elle s'enfuit pour sauver sa vie. Enceinte à nouveau, elle s'échappa de Prague pour l'Allemagne, avec sa dame d'honneur, Amalia de Solms-Braunfels. Cela ne se passa pas comme elle l'avait prévu. Elle et Frédéric étaient désormais des ennemis publics, et les gens leur refusaient l'asile en chemin. Bientôt, cela atteignit un point de rupture. Élisabeth n'était pas seulement enceinte, elle était très enceinte, et le choc de la situation n'aidait pas. Alors qu'elle et Amalia frappaient aux portes pour survivre,
la reine fugitive entra en travail. Elle parvint à peine à obtenir un séjour au château de Custrin, près de Berlin, pour donner naissance à son 5e enfant, Maurice. Pourtant, son voyage était loin d'être terminé. Après des mois de fuite, Élisabeth et son foyer délabré finirent par trouver un refuge sûr à La Haye, grâce à la pitié du prince d'Orange des Pays-Bas. Même cela tourna vite au vinaigre. La cour était petite, rudimentaire, et rien à voir avec l'extravagance à laquelle la reine Élisabeth était habituée, et elle devint agitée. Peut-être est-ce pourquoi elle commença à semer le drame. La cour hollandaise modeste était également froide, et Élisabeth ne trouva pas beaucoup de visages amicaux autour d'elle, ce qui rendit la situation encore pire lorsque sa plus proche alliée devint une ennemie acharnée. Sa dame d'honneur Amalia entama une romance avec le prince d'Orange lui-même, l'épousant en 1625. Tout à coup, Amalia était la première dame, pas Élisabeth. Spoiler, Élisabeth ne le prit pas bien. Élisabeth pouvait à peine supporter de voir son amie récolter toute la gloire. En fait, elle ne le supporta pas, et les deux femmes devinrent des rivales féroces. Elles finirent par créer deux cours séparées et concurrentes, rivalisant pour savoir qui pouvait porter les plus beaux vêtements, organiser les meilleures fêtes et attirer le plus d'admirateurs. Et le clou du spectacle était encore à venir. Pendant que le couple royal exilé était à La Haye, Élisabeth et Frédéric pensaient constamment à leur honneur et à la manière de prouver leur valeur. Il semblait donc naturel que Frédéric décide de rejoindre le roi de Suède, Gustave Adolphe, l'ancien prétendant d'Élisabeth sur le champ de bataille. C'était un rendez-vous avec un destin cruel. Frédéric ne revint jamais de son voyage malchanceux, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Il survécut non seulement au champ de bataille, mais Gustave Adolphe tenta aussi de rendre service à son collègue royal, en proposant de l'aider à être rétabli comme roi. Craignant de ne pas survivre à un second mandat de souverain, Frédéric refusa. Ironiquement, il ne survécut pas du tout. De retour à La Haye, Élisabeth attendait impatiemment le retour de son mari. Elle finit par avoir le cœur brisé au-delà des mots. Sur le chemin du retour depuis le champ de bataille, une infection qui ravageait le corps de Frédéric finit par lui ôter la vie, et il mourut le 29 novembre 1632, à l'âge de 36 ans. Et ensuite, quelqu'un dut l'annoncer à sa reine. Quand Élisabeth apprit que Frédéric ne rentrerait jamais, sa réaction fut presque déséquilibrée. Son chagrin la rendit presque folle, et elle refusa de manger, de boire ou de dormir pendant 3 jours d'affilée, incapable de croire que son mari était vraiment parti pour toujours. Lorsqu'elle retrouva ses esprits, une seule pensée l'obsédait, la vengeance. L'état d'Élisabeth était si alarmant que son frère Charles Ier, désormais roi d'Angleterre, l'invita à revenir en vieille Angleterre pour se rétablir. Élisabeth refusa. Après tout, elle avait de plus grands projets. Elle devint totalement concentrée sur la récupération du droit de son fils Charles-Louis à l'électorat du Palatinat, l'ancien siège de son défunt père. Et ce n'était pas son seul grand coup. On ne peut pas dire qu'Élisabeth était une Violette timide, et même son approche du deuil de Frédéric était excessive. En 1636, Élisabeth commanda un immense portrait commémoratif de Frédéric et d'elle-même, demandant que la peinture représente une scène maritime de leur entrée supposément joyeuse à La Haye. Et puis, en un instant, tout fut ruiné. Au milieu du deuil ostentatoire d'Élisabeth pour Frédéric, son ancien ennemi, Amalia, refit surface, et elle la surpassa de la pire manière possible. Lorsque le propre mari d'Amalia mourut, elle commanda un portrait commémoratif encore plus grand et meilleur de sa propre famille. Ah, si seulement la vie d'Élisabeth s'était terminée avec ce petit drame, au lieu d'une immense tragédie. Au fil de sa vie, les 13 enfants d'Élisabeth diminuèrent un à un, mais les décennies suivantes furent des pires. 3 de ses enfants survivants moururent en l'espace de 3 ans,
Et alors qu'Élisabeth approchait de la vieillesse, il lui restait moins de la moitié de sa progéniture initiale en vie. Le destin avait été cruel envers elle, mais il allait devenir encore plus cruel. En 1649, Élisabeth reçut la nouvelle, la plus dévastatrice de sa vie. L'Angleterre traversait des troubles civils, et le gouvernement avait brutalement décapité son petit frère, le roi Charles Ier, exilant toute sa famille dans le processus. C'est exact. Élisabeth perdit sa couronne, son mari, et maintenant sa lignée royale ancestrale. Bien qu'Élisabeth pleurât ses enfants décédés, elle ne traita pas exactement les vivants avec gentillesse. Beaucoup d'entre eux l'accusèrent d'être une mère froide et distante lorsqu'ils étaient jeunes, trop concentrés sur l'obtention et la conservation de son trône pour les câliner, et elle était brouillée avec eux à l'âge adulte. Bien sûr, cela ne rendit que plus difficile à supporter la prochaine nouvelle infâme. Le 20 juin 1646, le fils d'Élisabeth, le prince Philippe, tua le célèbre amant français, le colonel Jacques de Lipinay, dans un duel, et ses raisons étaient scandaleuses. Selon la rumeur, Lipinay avait provoqué Philippe en prétendant qu'il avait non seulement couché avec sa sœur, la princesse Louise, mais aussi avec sa mère, Élisabeth elle-même. Mon Dieu, j'espère vraiment que cette rumeur n'est pas vraie. En 1660, le destin finit par sourire à Élisabeth, et sa famille, les Stuart, retrouva le trône, avec son neveu Charles II devenant roi. Élisabeth ne perdit pas de temps pour profiter de cette aubaine, et elle rentra en Angleterre pour de bon, débarquant en mai 1661. Et ce fut un retour triomphal pour la princesse bien-aimée d'Angleterre, mais elle n'eut pas longtemps pour en profiter. Parce que son règne avec Frédéric en Bohême n'avait duré qu'1 an, Elizabeth Stuart est connue aujourd'hui comme la reine d'hiver, aux côtés du surnom de roi d'hiver de Frédéric. Cette renommée durable mais peu glorieuse n'aurait guère pu plaire à l'ambitieuse Élisabeth. Ironiquement, ce fut l'hiver qui terrassa finalement la reine exilée. Dans les premiers mois amers de 1662, Élisabeth n'était de retour en Angleterre que depuis quelques semaines, lorsque sa santé prit une tournure dramatique. La reine vieillissante contracta une grave pneumonie, et le 10 février, elle succomba à une hémorragie pulmonaire et mourut. Toutes les gloires de sa vie étaient depuis longtemps éteintes, et pourtant, il y eut une dernière indignité à sa fin. Une fois que le temps d'Élisabeth fut enfin écoulé, les gens qui l'avaient autrefois aimée, même sa propre famille, oublièrent le précieux joyau d'Angleterre. Un seul de ses fils, Rupert, se présenta pour porter son cercueil dans son lieu de repos final à l'abbaye de Westminster. Néanmoins, il y avait au moins une personne qui l'attendait. Ils l'enterrèrent à côté de son frère, longtemps perdu, Henri, prince de Galles. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.